Bonsoir. La réponse à la question qui vient d'être posée n'est pas facile du tout. Et les économistes ont souvent ce rôle désagréable qui consiste à montrer les contraintes des bonnes intentions. C'est la raison pour laquelle j'ai mis un point d'interrogation au titre de la communication. Maintenant, je suis un débutant en économie positive et vous devez en tenir compte. Je demande votre indulgence. J'ai donc pris une définition, avant de venir ici, dans le fascicule qui nous a été envoyé, parce que dans cette définition, il y a tous les éléments du problème. Le mouvement pour une économie positive vise à poser les fondements de l'économie de demain, une économie plus vertueuse, équilibrée et juste, qui intègre l'intérêt des générations futures. Moi, je suis de formation un peu ancienne, et économie positive, lorsque j'étais jeune, était définie comme le contraire de l'économie normative qui dirait ce qu'il faut faire, mais comme la description et l'interprétation des faits, des phénomènes économiques tels qu'ils sont observés. Je vais partir de là. Je vais partir de mes bases solides, fondées il y a une cinquantaine d'années. Examiner ce qu'on peut dire du besoin de soins, de l'accès aux soins, du financement des soins, avec quelques faits marquants. Et on reviendra à la question de la justice juste après. Voilà un graphique qui montre la charge globale de la maladie par grande cause et par région. Depuis 1993, les économistes ont travaillé avec des médecins sur cette notion de charge globale de la maladie. En gros, au lieu de tenir compte uniquement de la mortalité liée à la maladie, on chiffre les années perdues par invalidité temporaire liée aussi à la maladie. Donc il y a la mortalité plus la morbidité. Vous voyez que la charge dans un continent comme l'Afrique est à peu près 5 fois ce qu'elle est dans les pays à haut développement, à haut revenu. Et si vous regardez ce qui est en bleu foncé, c'est-à-dire les maladies infectieuses, transmissibles, et puis tout ce qui tourne autour de la santé maternelle et infantile et de la nutrition, vous voyez que la différence est cette fois-ci de l'ordre de 1 à 20. Donc la charge est très différente et la structure de cette charge est également très différente. Retenez de 1 à 5 du point de vue de la charge et regardez maintenant ce qu'il en est en ce qui concerne les dépenses par tête. Il faut cette fois-ci regarder la légende du graphique pour voir que ce qui est en rouge signifie une dépense inférieure à 25 $ des États-Unis par tête en 2012. Et ce qui est en bleu foncé, c'est plus de 5 000 $ par tête. Voilà, alors que la charge de la maladie va de 1 à 5, les dépenses vont de 1 à 50. Et comme par hasard, les pays dans lesquels la charge est la plus forte sont ceux dans lesquels les dépenses sont les plus faibles. Alors, la justice, qu'est-ce que c'est que la justice? C'est un principe normatif qui dit ce qui devrait être. Et en réalité, c'est très simple. Le principe de justice suppose que chacun est capable de se soucier de l'autre, de la situation que la société, que lui-même fait à l'autre, à son voisin, à ce que dans une certaine religion on appelle son prochain. Pour ma part, je ne suis pas partisan de la théorie de la justice de Rawls, dont certains ont certainement entendu parler, mais plutôt de ce qui a été développé par Sen sous le nom de idée de justice. Voici des photos
de Sen et une photo de son livre qui est disponible très facilement en français. L'idée de Sen, c'est que la justice doit être construite de proche en proche et qu'il ne faut pas définir ce qui serait juste, il suffit d'être attentif à ce qui est injuste et de se mobiliser pour ce qui vous apparaît injuste. Cette démarche pragmatique me paraît tout à fait justifiée. Mais la difficulté que nous avons, c'est que certains théoriciens considèrent qu'il ne faut pas mélanger le domaine de l'économie et le domaine des principes moraux. Dans un livre que j'ai lu aussi pour me préparer en bon étudiant, livre dirigé par Jacques Attali, Pour une économie positive, il y a une citation, je vous laisserai le soin de la retrouver, une citation de Wilfried Pareto, un grand économiste, spécialiste de l'optimum économique, qui dit que mélanger l'économie et les principes moraux, c'est comme demander à un joueur d'échecs, spécialiste de la théorie des échecs, de se préoccuper d'art culinaire. Ce sont deux domaines qui n'ont strictement rien à voir. Voilà la difficulté. Que serait la justice dans le domaine qui nous intéresse en matière de santé? Est-ce que c'est trouver plus d'argent? Ou est-ce que c'est, avec l'argent disponible, à chaque niveau, utiliser avec justice ce qu'on a? Voilà un graphique qui apparaît dans le rapport sur la santé dans le monde, publié par l'Organisation mondiale de la santé en 2010. Vous voyez trois dimensions: la population, les services couverts, les prestations fournies, et puis le coût de ces prestations. Ce qui est en bleu, ce serait l'argent disponible pour financer. Ce qui est en blanc, ce serait le grand cube, ce seraient les besoins. Et on peut penser, et beaucoup de discours médicaux consistent à dire, il faut augmenter la taille du cube bleu pour atteindre la taille du cube blanc. Le seul problème, c'est que deux de ces dimensions sont infinies. La population et le coût, et même les prestations. Et on va le voir assez facilement. La population couverte, vous pouvez penser qu'elle est finie, mais elle est de plus en plus difficile à atteindre. Voici un exemple à propos de la césarienne au Niger. Vous voyez que l'État d'Agadez ou la région d'Agadez, c'est une région qui a 1,5 million d'habitants, mais qui a plus de 600 000 km². À un moment, le gouvernement voulait rendre la césarienne gratuite et accessible à toutes les femmes en créant un service capable d'effectuer la césarienne dans la capitale, Agadez, qui est signalé par une étoile. Mais il y a des femmes qui sont à 2000 km. Elles n'auront jamais accès à la prestation gratuite. Pour atteindre ces femmes, il faudrait consentir des coûts considérables. Donc pour la population, c'est très difficile de considérer qu'on peut atteindre toute la population. En ce qui concerne les prestations à fournir, il fut un temps en France où on disait aux jeunes médecins que leur rôle était de mettre à la disposition de chaque malade toutes les ressources de l'art médical. Ceci est clairement impossible dans tous les pays. On peut ne pas vouloir poser le problème, mais c'est laisser le système de santé faire les choix, laisser les gens, en fonction de leurs relations, de leurs connaissances, s'orienter comme ils peuvent. Le rapport que je citais tout à l'heure de l'OMS en 2010 refuse de choisir clairement. Les économistes qui ont calculé la charge globale de la maladie, dont je vous montrais le graphique, le premier graphique que j'ai montré,
Ces gens-là ont proposé des choix dans le projet Disease Control Priorities for Developing Countries. Mais ils ont été très violemment attaqués. Une partie du travail avait été fait à l'Organisation mondiale de la santé et puis a été arrêté parce que le lobby médical était assez puissant pour refuser qu'on pose clairement ces questions de choix. Quant au coût des prestations, c'est ce qui est la dimension la plus difficile à choisir, la dimension la plus difficile à maîtriser. Il y a des tas d'exemples à propos du médicament. L'exemple de la MUGEF. MUGEF, c'est la Mutuelle Générale des Fonctionnaires d'Abidjan, qui a été mise en faillite plusieurs fois par le fait qu'il n'y avait pas de contrôle sur le coût des prestations. On pouvait envoyer les feuilles de remboursement pour son frère, sa sœur, sa cousine, sa maîtresse, etc. Et puis, les pharmaciens vendaient des spécialités là où ils auraient pu vendre des médicaments génériques, parce qu'ils y gagnaient plus. La surprescription, c'est un problème dont on souffre dans tous les pays. Surprescription d'antibiotiques, surprescription d'examens, de diagnostic, etc. Et puis, on est en face aujourd'hui d'une pression des producteurs qui est tout à fait exceptionnelle. Je vous signale cet article où il est question d'un médicament qui coûterait 400 000 $ par an par malade, fourni par un producteur qui est en train de monter un système juridique en créant des associations de malades, en créant des campagnes de presse, en utilisant des cabinets d'avocats pour attaquer les systèmes de sécurité sociale en leur disant « Vous avez promis aux gens de leur rembourser tous leurs médicaments, il faut leur rembourser cette drogue. » Le problème a été posé par cet article au Brésil. Est-ce qu'on doit payer un traitement de 400 000 $ pour un malade chaque année dans un pays où la dépense de santé par an est de l'ordre de 400 $? Je vous signale que la même compagnie est en train de monter la même opération en Belgique cette fois-ci. Donc la globalisation, c'est aussi ça. Je passe sur le volume des prestations, sur les césariennes, par exemple, qui sont faites pour des questions de confort. Et je rejoins la conclusion de mon prédécesseur, il faut penser système de santé. Les besoins, la prévention, les soins, le financement, les aspects, et la justice. Et au contraire de ce qu'on fait aujourd'hui, vous allez voir ce qu'on va faire pour l'Ebola. Vous avez probablement en tête ce qu'on a fait pour le sida, des campagnes considérables pour monter des programmes verticaux, ciblés, temporaires, dirigés de l'extérieur. Alors que pour Ebola, on commence à dire la situation ne serait pas si grave s'il y avait un service de santé de base qui fonctionne. Malheureusement, en Sierra Leone, au Libéria, il n'y a pas de service de santé de base. Trouver l'argent, je vais passer. Il ne faut pas être trop naïf sur la générosité des pays riches. Si on avait décidé d'aider les pays pauvres, ça se saurait. Il ne faut pas croire que la fiscalité donnera beaucoup de ressources, notamment dans les pays pauvres. Il ne faut pas trop compter sur l'assurance, ni sur les financements innovants. Et il ne faut pas trop penser que ce que nous aurons mis au point dans nos colloques, dans les bureaux de l'OMS à Genève, dans les bureaux de la Banque mondiale aux États-Unis, sera approprié par les bénéficiaires. L'une des difficultés des programmes que nous concevons, c'est qu'ils n'ont pas été conçus par les bénéficiaires, par les gens qui perçoivent les besoins. Je termine en disant que la justice n'est pas la charité,
que la justice demanderait beaucoup plus de moyens que la charité, en particulier du point de vue des États. Si on voulait une société internationale juste, il faudrait faire autre chose que nos 0,4 ou 0,3% de PIB, alors que depuis 30 ans, on a dit qu'on était d'accord sur le plan international pour 0,7%. Et la justice demande en outre et d'abord et surtout le respect de l'autre, de ses décisions et de ses priorités. Il y a tout un aspect généreux, tout un aspect caritatif de l'aide internationale qui ne respecte pas les bénéficiaires. J'en ai terminé. Merci beaucoup.